Au titre de l'année 2015, l'Institut national de la statistique INS a organisé son dernier café statistique. Cette plateforme d'échange où le PASTAGEP a été le menu essentiel des discussions générales. Baptême de feu pour les nouveaux étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et ce à travers la 4e édition de la journée qui leur est dédiée pour ne pas se sentir dépaysés. Monsieur, dames, bonsoir et merci d'avoir choisi la télévision Labari. Voyez à présent le développement de tous ces titres. À l'instant, justement, je vous l'annonçais dans les titres du 3e et dernier café statistique de l'année de l'Institut national de la statistique INS. Au-delà de son bilan, il a été question de ses objectifs et composantes, tout comme les nombreuses réalisations et les contributions du PASTAGEP. Le compte rendu de la rédaction. Le bilan du PASTAGEP, le programme d'appui au développement du système statistique national pour la promotion de la gouvernance et le suivi et évaluation de la pauvreté, sujet essentiel de cette plateforme d'échange entre les statisticiens et les médias. L'objectif global du programme PASTAGEP est de contribuer à la mise en œuvre efficace des politiques et programmes de réforme du Niger à travers la production, en tout cas, d'une information de qualité et la valorisation de différentes productions statistiques. De façon spécifique, il s'agit de soutenir le développement du système statistique national par une production, disons, de qualité, de produire, analyser et diffuser des données démographiques et socio-économiques fiables et actualisées, et appuyer également la mise en place d'un système d'état civil universel continu, obligatoire, gratuit et statistiquement utile et fiable. La statistique revêt cette importance capitale de la disponibilité du réseau parlementaire pour la promotion de la statistique à accompagner l'Institut national de la statistique. Nous sommes disposés à accompagner l'INS dans ses actions. Et je pense que déjà, à partir déjà de notre participation aux différents cafés, n'est-ce pas, aux différentes rencontres, nous sommes disponibles pour accompagner l'INS, n'est-ce pas, à partir effectivement de notre apport en tant que législateur pour améliorer le cadre législatif, n'est-ce pas, en la matière, et leur fournir, n'est-ce pas, un cadre juridique adéquat pour qu'ils puissent mener à mieux leur mission. Estimé à 24 milliards de francs CFA et financé par l'Union européenne, le PASTAGEP intervient dans 3 domaines que sont l'appui au système statistique, celui du recensement et de l'état civil. Visite ce matin à l'hôpital national de Lamordé du ministre de la Santé publique à campagne pour la circonstance, une forte délégation des partenaires au développement de notre pays. Occasion pour la délégation ministérielle de découvrir les grandes réalisations en cours dans cet hôpital et recevoir en retour quelques doléances du personnel de cet hôpital. Le compte rendu est signé par nos reporters Michel Deji et Aboubakar Souley. S'enquérir des conditions de travail du personnel administratif et des autres agents de cet hôpital. Tel est l'objectif visé à travers cette visite du ministre de la Santé publique. Partout où la délégation a passé, du groupe électrogène jusqu'au chantier de construction des bâtiments, des services des chirurgies pédiatriques et viscérales, en passant par le service ophtalmologique et celui de néphrologie et hémodialyse, le ministre Manu Agali s'est réjoui des conditions de fonctionnement qui font de cet hôpital une référence nationale dans la prise en charge de certaines maladies. On avait commencé, vous avez vu, par le groupe. C'est un groupe de 1000 kVA qui permet de couvrir l'ensemble des besoins d'électricité de cet hôpital. Intégralement. Il n'utilise que 30% actuellement de la capacité du groupe. Donc il y a 70% qui sont à réserve. La totalité des besoins en électricité de l'hôpital sont couverts avec ce groupe qu'on a visité. Vous avez vu au niveau du service ophtalmo avec la coopération turque et les services de néphrologie. La dialyse se passe très très bien. Les malades qui ont besoin de venir à ces services de dialyse font les séances hebdomadaires requises, demandées, souhaitées, à savoir 3.
Mais nous devons renforcer en termes de personnel au niveau de ces services-là. Pour les autres services, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, c'est un service qui va ouvrir bientôt. Nous avons les équipements, nous allons aider l'hôpital national Lamordé à faire l'installation de ces équipements et démarrer rapidement. Et l'autre bâtiment qui est en construction, avec l'appui de la Fondation Orange, va finir incessamment. Nous avons vu aussi au niveau du service du professeur Souna, de traumato, donc vous avez vu qu'ils sont en train de poser des prothèses. On n'a pas besoin d'évacuer. Et nos professeurs, nos médecins, nos agents de santé vous ont fait l'exposé. Et dans l'exposé, ils ont dit que les prix ici à Niamey, c'est autour de 1 million. Si vous partez à l'extérieur, ça commence à 5 millions, 6 millions, 7 millions. Vous voyez la différence? Ça nous permet d'évacuer moins. En même temps, j'ai reçu des doléances. Des doléances au niveau de la cardiologie. Vous avez vu l'espace de l'autre côté qui va servir pour construire, Inch'Allah, bientôt un service. Et aussi pour la pneumo. Merci de faire passer ce message positif qui est de montrer que l'hôpital Lamordé est un chantier d'un côté et de l'autre côté, il y a des services qui fonctionnent à merveille. Une des observations que vous allez relever sans doute, c'est que l'hôpital est propre. C'est donc avec un sentiment de satisfaction que le ministre en charge de la Santé a pris congé de cet hôpital national Lamordé de la rive droite, connu sous le nom de CHU. Plusieurs personnes ont été arrêtées, ce depuis le samedi après les échauffourées entre les militants de l'opposition et les forces de l'ordre à l'occasion de l'arrivée du président du Modern FA Lumana Hama Amadou. Quels sont les motifs de ces arrestations et que reproche-t-on aux personnes arrêtées? Réponse dans ce téléma signé Hassan Saleh Mustafa. 72 heures seulement après le retour du président du Modern FA Lumana Hama Amadou le samedi dernier, sur fond de tension entre les militants mobilisés pour accueillir leur leader et les éléments de force de défense et de sécurité, le porte-parole de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR, opposition politique, fait le point des personnes interpellées. Il y a plus de 200 personnes qui ont été arrêtées. Et parmi ces personnes, il y a ceux que nous appelons les militants lambda, il y a ceux que nous appelons les gens de la diaspora, il y a les responsables des partis politiques. Parmi les militants lambda, ils ont eu à libérer un certain nombre. Aujourd'hui, il y a 57 personnes qui sont incarcérées là-bas à l'école de la police. Sur les plus de la centaine de personnes qui étaient arrêtées parmi ces militants lambda, il y avait 14 femmes, dont une femme enceinte. Aujourd'hui, les 12 ont été libérés et il reste 2. Maintenant, au niveau des cadres, il y a à peu près 24 cadres, c'est-à-dire les responsables des partis politiques du FPR. Parmi la diaspora, il y a 4. Et il faut dire que d'abord, ces personnes-là ont été amenées à la coordination. Après, ils les ont transférés au niveau de l'école de la police. Il y a aussi des mineurs. Le porte-parole de l'opposition estime qu'aucune charge ne pèse sur ces personnes qui sont gardées dans le locaux de la police. Les questions tournent autour de vous êtes de quel parti politique? Naturellement, tous sont de l'opposition. Donc aujourd'hui, c'est un crime d'être à l'opposition politique nigérienne. La seconde question tourne autour de pourquoi vous êtes parti à la manifestation alors que vous savez qu'il y a un mandat national contre Hama. Je rappelle qu'il y avait un mandat international contre Maman Nissefou. Cela n'a pas empêché les militants d'aller l'accueillir. Et il est venu à Niamey, personne ne l'a arrêté, personne n'a arrêté aucun de ces militants. Donc vous conviendrez avec moi que c'est des choses qui ne tiennent pas la route. Et par rapport à la diaspora, les questions qu'on leur pose, pourquoi ils sont venus à Niamey accompagner Hama Amadou, c'est des questions qui ne tiennent pas la route. Nos militants n'ont commis aucun délit. Toutefois, l'opposition fait confiance à la justice nigérienne qui doit en principe décider du sort des personnes arrêtées. Nous avons confiance aux juges, nous avons confiance au procureur. Nous savons qu'il n'y a absolument rien à reprocher à nos militants et que plaise à Dieu, dans les heures ou les jours qui suivent, ils vont tous recouvrir leur liberté. Par rapport à cette vague d'arrestations opérées dans les rangs de l'opposition, nous apprenons la libération de plusieurs personnes qui sont gardées dans les locaux de la police nationale. Cependant, 11 personnes restent encore dans les mains de la police, parmi lesquelles M. Soumana Sanda, Babati Ahmed, Bana Ibrahim et professeur Yak.
La suite de ce journal, la presse a rude épreuve au Niger dans leur travail de recherche et de collecte de l'information sur le terrain. Les journalistes font l'objet d'agressions et même d'arrestations, une situation qui n'honore pas le Niger et relance le débat sur la liberté de presse. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa. L'exercice du métier de journalisme devient de plus en plus compliqué au Niger, notamment pendant des manifestations. Après les agressions des journalistes reporters les 16 et 17 janvier 2015 pendant les manifestations anti-Charlie, le samedi 14 novembre dernier, encore des journalistes ont été agressés sur le terrain. Notamment, nos confrères du groupe Dunia menacés par les manifestants et leurs véhicules endommagés, c'était à l'occasion du retour du président du parti Lumana. C'est vraiment regrettable. Je suis un journaliste de métier. Ça fait longtemps que je suis dans ce métier. J'ai connu beaucoup de choses, mais je crois que la moindre des choses, c'est de laisser faire aux journalistes leur travail. Et ce que les gens ne savent pas, une ligne éditoriale, c'est une ligne éditoriale. Chaque journaliste, chaque journal, chaque organe a sa ligne éditoriale, et c'est ça qui leur permet de faire peut-être la différence entre les différents organes de presse. On a versé de l'essence sur le véhicule et également lancé de la vaseline à l'intérieur du véhicule. Ils ont cassé donc la vitre arrière et ils voulaient mettre le feu. Heureusement, le chauffeur aussi a été très vigilant. Nos confrères de Bonferré, Niger 24 et Ténéré ont été également interpellés par les éléments de la police nationale en violation de l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'ils étaient quand même identifiables. La plupart, ils ont leur badge. Ils ont des caméras, ils ont des micros, donc c'est clair que ce ne sont pas des manifestants. Ils sont sur le terrain pour faire leur travail de journaliste qui consiste à aller sur le terrain, recueillir l'information et venir au niveau de la rédaction pour les traiter et pouvoir les diffuser aux téléspectateurs. Alors, la première réaction, c'était vraiment une réaction de surprise. Surtout, on est dans un contexte où les autorités de la 7e République se gargarisent d'une liberté de presse totale au Niger, la dépénalisation des délits commis par voie de presse, la déclaration de la montagne de la table. Et on se demande de plus en plus à quoi servent les textes quand les hommes qui sont chargés de les appliquer font en sorte qu'ils ne le soient pas effectivement. Donc nous lançons vivement un appel à qui de droit pour vraiment prendre les dispositions pour que cela s'arrête. Pourquoi cette haine de la police nationale envers la presse nationale? À quoi servent les textes en vigueur au Niger relativement à la liberté de la presse? Pourquoi le silence des organes chargés de réguler les médias et des organisations socio-professionnelles des médias? Autant de questions qui méritent des réflexions sérieuses. C'est dans ces conditions que sera célébrée la 2e édition de la Nuit de la liberté de la presse à Nulipresse le 30 novembre prochain. Hassan Saleh Mustafa, autant d'interrogations auxquelles il va falloir trouver des éléments de réponse, car en ce moment, dur d'exercer le métier de journaliste. Mais qu'à cela ne tienne, courage à nos braves collègues. L'UNUN, c'est l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey. L'Union a procédé ce matin donc à la 4e édition de la journée d'accueil, de sensibilisation, d'orientation et d'intégration des nouveaux étudiants. Une 4e édition qui coïncide cette année avec la journée dite de l'enseignement. Retrouvons nos reporters Michel Deji et Aboubakar Souley. Il est désormais devenu une tradition pour les délégations estudiantines de la Flèche de donner des conseils d'aînés à leurs camarades bacheliers pour leur meilleure intégration dans ce nouveau environnement. Chers camarades nouvellement venus, recevez par ma voix les félicitations et les encouragements de la délégation générale pour avoir opté de poursuivre vos études au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. Il est évident que vous ferez face à certaines vicissitudes sur les chemins que vous êtes appelés à parcourir. Pour cela, il est indispensable que vous vous armiez davantage du courage et d'espoir. Il suffit aussi de vous adapter en fonction des circonstances de l'heure. Je voudrais profiter de cette occasion afin de dire aux camarades nouveaux bacheliers, quel qu'en soit là où ils ont fait leur choix, c'est de pouvoir se battre pour réussir.
Et quand vous regardez, notre pays a besoin de cadres compétents dans tous les domaines. Je voudrais aussi vous dire que tout comme vous, nous sommes dans une université à un moment où elle traverse des crises multidimensionnelles. Quand vous avez votre licence, on vous dit que bon, voilà, on va faire une sélection. Parmi 40 étudiants, on va prendre 5 qui vont faire le master et on tente de nous expliquer que bon, voilà, au vu des difficultés qu'on a du personnel d'encadrement, on ne peut pas permettre à tout le monde de faire le master. Donc j'estime que nous ne sommes pas préparés pour l'application de ces systèmes. Des doléances face auxquelles les responsables de cette faculté ont pris bonne note. Les doléances qui ont été réglées par nous et que les étudiants ont demandé, c'est la construction des toilettes, c'est la confection des tableaux d'affichage, c'est la fixation des chaises, c'est la climatisation des salles, c'est tout ça nous l'avons réglé. Mais ce qui concerne le recrutement et ce qui concerne effectivement les infrastructures, ça nous dépasse. Je pense qu'il y a des gens qui doivent nécessairement les régler. Au cours de cette journée également marquée par des activités culturelles, ces nouveaux bacheliers qui obtiennent désormais le statut d'étudiant dans le monde universitaire auront à être sensibilisés davantage sur la composition et les modalités relatives aux inscriptions académiques et pédagogiques et édifiés sur le système LMD auquel ils seront assujettis. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre, avec les internautes nigériens qui, depuis quelques jours, sont confrontés à un sérieux problème d'accès aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Conséquemment, les réactions fusent de partout, aussi bien de la part des organisations des droits des consommateurs d'éthique, tout comme celles des citoyens. Suivez plutôt. Jusqu'à ce matin, vous pouvez naviguer librement sur Google, sur Yahoo, sur etc., d'autres sites internet, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous voulez partir sur un réseau social, c'est-à-dire sur Facebook principalement, on ne vous dit pas qu'il n'y a pas de connexion, mais vous vous retrouvez dans une situation où, pour réactualiser même votre page, ça peut vous prendre 10, 15, 20 minutes, voire 1 heure de temps. Je me suis renseigné. On m'a fait comprendre que c'était une panne technique, alors que je me suis dit non, carrément que ça ne peut pas être une panne, d'autant plus que avec d'autres opérateurs, nous pouvons accéder à Facebook. Donc, je ne sais pas, excusez-moi, quel genre d'administrateur ou d'ingénieur système ces opérateurs ont pour ne pas pouvoir débloquer un problème technique allant jusqu'à empêcher la redirection sur Facebook. Donc de là, je me suis dit qu'il s'agit d'une censure. Et si c'est une censure, c'est vraiment antidémocratique, c'est une atteinte à la liberté, c'est-à-dire du droit humain, à la liberté d'expression, à la liberté d'information. À l'heure actuelle, il n'y a pas un communiqué officiel des autorités disant que l'accès doit être limité, l'accès aux réseaux sociaux. Donc pour l'instant, on peut leur accorder les bénéfices du doute. Mais quand même, si cela s'avère vrai, je crois que c'est quand même déplorable dans un état de droit où les citoyens doivent être libres d'exprimer leur opinion par rapport à toute question qui touche la vie de la nation. On limite à ces citoyens-là l'accès aux médias. Je crois que c'est déplorable dans un état de droit. Vraiment, en tant que citoyen, ce que le gouvernement est en train de faire est antidémocratique, purement antidémocratique. Mais c'est comme s'ils ne sont pas arrivés par la démocratie, par la voie des urnes. On ne peut pas dire parce qu'il y a quelques-uns qui disent du n'importe quoi sur l'internet, condamner tout le monde. Ça n'a pas de sens. Mais bon, vraiment, ce que moi je condamne, c'est que c'est l'accès au fait. Il y a ceux qui peuvent tenir des propos qui ne sont pas corrects, si je peux le dire. Mais ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Page internationale de cette édition, du nouveau dans l'enquête sur ces attentats sanglants et qui ont fait 129 morts et plus de 350 blessés.
2 éléments importants. La découverte d'abord d'une voiture noire qui a pu servir à la préparation des attaques et puis 2 planques identifiées, l'une à Bobigny et l'autre à Alfortville, près de Paris. Le récit de Georges Nicolas. 4 jours après les attaques de Paris, toujours aucune trace de Salah Abdeslam. Le suspect présenté comme le 8e homme des attentats est toujours activement recherché par la police. Car l'enquête se concentre désormais autour de lui et sur son rôle exact. Ce matin, une voiture a été retrouvée dans le 18e arrondissement de Paris. Elle pourrait avoir servi à la préparation des attaques. Un véhicule loué au nom de Salah Abdeslam. Autre découverte des enquêteurs, 2 planques qui ont servi aux terroristes avant les tueries de vendredi. La première, un appartement à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, loué à partir du 10 novembre. Des morceaux de plastique et des puces de téléphone portable ont été retrouvés sur place. Puis à Alfortville, dans le Val-de-Marne, cette fois, ce sont 2 chambres d'hôtel qui ont été louées la veille des attentats grâce à la carte bancaire de Salah Abdeslam. Sur place, la police a retrouvé des seringues et des aiguilles notamment, des objets en cours d'analyse. Avec ces nouveaux éléments, les enquêteurs vont tenter de retracer l'emploi du temps des auteurs des attentats, de comprendre par où ils sont passés et quel a été leur mode opératoire. Autre zone d'ombre, Salah Abdeslam a-t-il été aidé par des complices pour s'enfuir après les attaques? 2 hommes ont été arrêtés à Molenbeek en Belgique et inculpés par la justice belge. Ils affirment être venus le chercher à Paris car il avait besoin d'aide, mais nient toute implication dans les attentats. Enfin, la Belgique a élevé son niveau d'alerte de 2 à 3 sur une échelle de 4, car le gouvernement en est convaincu. Salah Abdeslam se trouve toujours sur le territoire où il pourrait vouloir mourir en martyr. Les autorités craignent donc une ultime action spectaculaire du terroriste. Il est belge, il a 28 ans. Abdelhamid Abou alias Abou Oumar, le djihadiste qui a organisé les massacres selon les enquêteurs. C'est en Syrie qu'il aurait planifié ces attentats. Image commentée par Pascal Vessé. Voici le visage le plus médiatique du djihadisme belge et qui pourrait être le cerveau des attaques de Paris. Abdelhamid Abaoud, dit Abou Omar Soussi, son nom de guerre, est apparu à maintes reprises dans des vidéos de propagande du groupe État islamique. Ce Belge, d'origine marocaine de 28 ans, est parti début 2013 en Syrie et c'est de là-bas qu'il semble tirer les ficelles. L'homme, originaire du quartier de Molenbeek à Bruxelles, était un ami d'enfance de Brahim et Salah Abdeslam, 2 des terroristes présumés des attentats français. En janvier, la RTBF diffusait un reportage sur l'EI en Syrie, enquête qui a permis à ce journaliste de récupérer le contenu du portable d'Abou Omar Soussi. On a tout de suite cherché sur Facebook pour essayer d'identifier les personnes que l'on voyait. On a fini par trouver le profil d'un combattant qui s'appelait Abou Omar Sissi et il avait posté sur son mur plusieurs photos qui étaient dans ce téléphone. Et tout de suite les combattants ont réagi, notamment Abou Omar Sissi qui a confirmé cette version et que ces images avaient été prises dans son téléphone. Des images et des vidéos de civils massacrés par le groupe État islamique. À ce jour, le nom d'Abou Omar apparaît dans plusieurs dossiers de l'antiterrorisme. La fusillade de Verviers en janvier, l'attaque du Thalys au mois d'août. Le djihadiste aurait aussi été en contact avec Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif à Bruxelles. La justice française le connaît également. En août, un homme arrêté après son retour de Syrie a expliqué avoir été entraîné par Abaoud pour commettre un attentat dans une salle de concert en France. Et c'est sur ce portrait d'Abou Oumar que se referme ce journal. Merci d'avoir été de notre très bonne suite en compagnie de la télévision Labari. Aussi, très bonne soirée. Au revoir.